Les phares découpaient l'obscurité sur la route grise à deux voies. Une vieille Nova bleue, bien entretenue malgré son âge, roulait tranquillement sur la chaussée, bordée de chaque côté par une forêt dense. À l'intérieur de la voiture, deux personnes, une jeune fille d'environ 17 ans et un jeune homme grand, à la carrure robuste, qui semblait avoir 25 ans. Cory scrutait la route avec attention à travers le pare-brise, cherchant le chemin qui, d'après la description détaillée de Béatrice, la cousine de Dan, son petit ami, devait se trouver à côté d'un grand chêne. « Cory, ma chérie », se souvenait-elle des mots de Béatrice, « c'est impossible de rater le chemin qui mène au manoir, on le voit tout de suite. Il y a même un grand panneau indiquant la direction du manoir Fleur d'Oranger. » Béa avait tellement insisté pour les convaincre de venir, surtout Cory. Et elle, modeste et d'origine humble, n'avait pas vraiment envie d'aller à une fête organisée par les amis de Don. Mais Béatrice avait été si persuasive, décrivant en détail les merveilles du lieu, une piscine, un terrain de tennis et bien d'autres espaces agréables pour se détendre, que Cory s'était laissé séduire et avait finalement accepté de venir. Maintenant, il se dirigeait envers la fête dans la voiture de Don, un étudiant en médecine qui poursuivait ses études grâce à une bourse sportive. La fête devait rassembler un cercle de personnes riches, totalement inconnues pour Cory. Son petit ami était attaquant dans l'équipe de hockey, les Diables Rouges. Don avait un avenir prometteur, et son entraîneur, M. Collins, ne cessait de l'encourager en louant ses talents et en lui promettant de belles opportunités pour sa carrière. Malgré son allure de jeune homme de 25 ans, son permis de conduire confirmait qu'il venait tout juste de fêter ses 21 ans. « Don, mon chéri, ça fait un moment qu'on roule. C'est encore loin ?» demanda Cory, inquiète. « Ne t'en fais pas, ma belle, tout est sous contrôle. Je connais ce chemin comme ma poche. Dès qu'on voit le panneau, on y est. » Soudain, Don freina brusquement. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Cory, attaché par sa ceinture, sursauta et demanda « Qu'est-ce qui se passe ?»« Je ne sais pas. Regarde par toi-même. Cette route n'est pas la bonne. Le bitume s'arrête, et on est sur un chemin de terre étroit. Passe-moi la carte, ma belle. » Cory chercha dans la boîte à gants. « Non, pas là. Regarde dans le sac. » La jeune fille s'attrapa le sac de sport posé au sol. Elle le posa sur ses genoux et commença à fouiller rapidement parmi les vêtements soigneusement pliés. Don entr'ouvrit la fenêtre. L'air frais de la nuit vint rafraîchir son visage, légèrement couvert d'une fine pellicule de sueur. Le jeune homme glissa la main dans la poche du sac rouge foncé. Sa main grande et solide trouva rapidement un paquet de pall-mall. Un briquet en métal lourd qu'il sortit juste après scintilla sous la lumière du tableau de bord. Don Sullivan, blond, alluma une cigarette, inhalant profondément avant de souffler des ronds de fumée. Il soupira ensuite avec soulagement, pensant « Ah, ça va mieux ». Une situation pareille ne lui était jamais arrivée auparavant. Il connaissait le chemin à la perfection, sentait chaque virage. Don n'avait pas besoin de carte. Une fois qu'il empruntait une route, elle s'imprimait dans sa mémoire comme un phare, le guidant avec précision lors de ses prochaines visites. Cory finit par sortir une grande carte pliée, rangée dans une pochette transparente. La jeune fille l'attendit à Don. Il jeta presque instinctivement sa cigarette, déjà presque consumée, par la fenêtre, puis attrapa la pochette. « Tu crois qu'on a du réseau ici ?» demanda Cory. « Essaye, on ne sait jamais. Si tu stresses, fais-toi utile. Sors un peu et tente de joindre cette insupportable Béatrice, d'accord ? D'accord, je vais marcher un peu et prendre l'air. Toi, vérifie la carte. » Cory ouvrit la porte, ferma sa veste vert clair et sortit dans la nuit. C'était une jeune fille magnifique. Sa silhouette sculpturale n'était pas dissimulée par ses vêtements modestes et peu voyants. Avec des courbes pareilles, même un sac en toile de jute lui irait bien, pensa Don, en jetant un coup d'œil à la carte, tout en observant du coin de l'œil la jeune fille descendre de la voiture. Le jeune homme n'était pas idiot, il savait très bien quel était le bon chemin. Ses yeux marrons pétillaient d'une intelligence vive et acérée, tandis qu'il examinait la carte, réfléchissant. « Voyons. La station-service, déjà passée. L'arrêt de bus, pareil. D'après ses calculs, ils auraient dû tourner il y a au moins 1 heure. » Il fronça les sourcils, pensif. Ses épais sourcils broussailleux se arquèrent de surprise. Il écarta la carte et réfléchit. Dès que Cory reviendrait, il ferait demi-tour pour retourner à la station-service. Là-bas, il appellerait sa sœur pour lui dire qu'il s'était perdu. Don sortit son téléphone de la boîte à gants. Merde, plus de batterie. Étrange. Ce téléphone cher devait tenir au moins 12 heures, à condition de ne pas passer son temps à jouer ou à surfer sur Internet comme le faisait son colocataire Jonathan. Sacré crétin, comme d'habitude, il a oublié de charger la batterie. Et il l'avait promis. C'est fini, ce salaud va payer dès que je le vois. Donald s'imagina Jonathan en train de supplier pour sa vie, essayant de négocier son pardon, prêt à offrir de l'argent pour qu'on n'abîme pas son visage délicat et séduisant.
Don éclata de rire à voix basse, rangea le téléphone dans la boîte à gants, incapable de capter le moindre signal, puis appuya sur le bouton de la radio, espérant entendre une voix quelconque. Il ne supportait pas ce silence oppressant qui mettait ses nerfs à vif. La radio crépita. Les interférences, semblables à un essaim d'abeilles furieuses, irritaient encore plus les nerfs déjà tendus de Don. Le jeune homme ne put supporter davantage ce bruit agaçant et inutile et éteignit l'appareil. De son côté, Cory marchait le long de la route. Le vent glacé refroidissait ses bras nus jusqu'au coude, s'insinuait sous son pull vert décoré d'un dessin de papillon et ébouriffait sa chevelure abondante et châtain. La route semblait interminable. En vain, Cory cherchait des yeux une ligne de poteaux électriques. Il n'y avait rien. La jeune fille se demandait comment elle avait pu se retrouver dans un endroit si isolé. Cory s'arrêta. Elle regarda autour d'elle. La forêt s'étendait tout autour, telle une masse noire et uniforme, sans une seule clairière. La lune, qui jusque-là éclairait son chemin, disparut derrière un nuage sombre qui l'engloutit. Les étoiles, froides, distantes et indifférentes, scintillaient avec une malice lointaine, l'observant depuis les hauteurs. Cory frissonna de froid. Une rafale de vent apporta une odeur d'eau stagnante et putride. Cory fronça le nez de dégoût. L'odeur lui tordit l'estomac et elle se pencha, prise par un haut-le-cœur violent. Un corbeau croassa soudainement. Le son brisa le silence qui s'était installé comme une chape lourde, faisant sursauter la jeune fille. Dans les buissons de mûriers qui poussaient au bord de la route, une volée de grands oiseaux noirs était perchée. Cory eut l'impression qu'il l'observait. Un brouillard blanc et épais surgit de nulle part, déployant ses tentacules glissant vers la route. On aurait dit que le vent aidait la brume à avancer plus vite. Une sensation d'alerte proche de la panique serra le cœur de Cory. Elle avait mal, et un nœud glacé s'installa dans son estomac. Quelque chose d'étrange se passe, pensa-t-elle. Je dois partir d'ici. Cory fit demi-tour et courut en direction de la voiture. La lumière des phares était faible et lointaine, comme si elle était séparée d'elle par plusieurs kilomètres. Ses baskets légères, à la semelle fine, n'étaient d'aucune protection pour ses pieds délicats contre les pierres tranchantes et les graviers, qui jonchaient les nids de poules de la route, érodés par la pluie. Cory était une fille de la ville, et la forêt éveillait en elle une peur instinctive, enfouie profondément dans son subconscient. Elle ressentait une anxiété, un effroi à l'idée de se perdre parmi les arbres centenaires, d'être engloutie par l'obscurité, enterrée sous des feuilles humides et pourries, mourant en silence, tandis que les oiseaux ricaneraient de leur croassement. Mourir seul, dans l'obscurité sans pouvoir dire adieu à personne. Pourrir ensuite, enveloppé dans une terre sale et humide qui sentait les feuilles mortes et la mousse. Ces pensées n'étaient pas anodines. À 3 ans, Cory s'était perdue dans une forêt. 3 jours de son enfance avaient été complètement effacés de sa mémoire, mais les souvenirs subsistaient en quelque part, enfouis sous le choc et la terreur vécue. La peur, elle, était restée. Et dans des moments comme celui-ci, elle revenait toujours, laissant un goût amer dans sa bouche et faisant perler la sueur dans ses paumes. Finalement, Cory atteignit la voiture. Elle ouvrit brusquement la porte et se jeta à l'intérieur, telle une petite bête effrayée. Puis elle cria d'une voix aiguë et désespérée. Mais le son qui sortit de sa bouche ressemblait à un couinement de souris. « Don, ferme toutes les fenêtres et les portes, vite !»« Qu'est-ce qui se passe, ma belle ? T'as vu un loup ? Fais ce que je te dis. »« D'accord, d'accord, » répondit Don, souriant tout en fermant la porte avec fermeté. Pour rassurer Cory, il actionna ensuite le verrouillage centralisé. Cory remonta la vitre. « Maintenant, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as pu appeler ? Pas de réseau et plus loin sur la route, il n'y a rien d'autre qu'un tas d'arbres tombés. Et qu'est-ce qui t'a fait si peur ? T'es blanche comme un linge, t'as vu un fantôme. » Dans la chaleur et la lumière de la voiture, assise sur le siège, la jeune fille sentit ses peurs et ses angoisses s'effacer peu à peu, jusqu'à lui sembler ridicule. Elle secoua la tête, retrouvant son calme, et murmura « C'est tout à cause de la forêt, de la route, et de ce silence terrifiant. Ces maudits oiseaux, ils me regardaient, je le sais, je le jure. Tu me crois ?» Les yeux dorés de Cory cherchèrent avec espoir le regard marron de Don où brillait une réelle inquiétude. « Viens là, ma belle, crois-moi, tout ça, c'est juste un écho de ce cauchemar de ton enfance. Ça arrive, c'est normal. » Don prit Cory dans ses bras, l'enveloppant de sa veste. La jeune fille paraissait petite et fragile, comme une enfant. Bien qu'elle mesurât au moins 1,70 m comparée au 1,83 m et aux 90 kg de muscles de Don, elle semblait minuscule, délicate, avec l'air d'avoir 17 ans au lieu de ses 19. Cory étudiait pour devenir vétérinaire. Depuis toute petite, elle adorait les animaux et ramenait toujours à la maison tous les chats et chiots errants qu'elle trouvait. Les animaux le lui rendaient bien.
Même le chien le plus féroce mangeait calmement dans ses petites mains, lui léchait les joues et remuait la queue avec dévotion, comme un meilleur ami. La jeune fille avait toujours su que sa vocation était de prendre soin des animaux. Elle sentait que c'était son talent, un don qui lui avait été accordé par le ciel. Don, de son côté, était attendri par ses pensées naïves. Lui, il ne croyait ni en Dieu ni au diable, seulement en ce qu'il pouvait voir et toucher de ses propres mains. La jeune fille se réchauffa dans les bras de Don, puis se recula légèrement. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-elle au jeune homme. « On va faire demi-tour et retourner à la station-service. »« Bonne idée, et en même temps, on pourrait manger un bout, qu'en dis-tu ? Quand j'ai peur, j'ai toujours faim. » Don sourit. Des fossettes charmantes apparurent sur ses joues, adoucissant cet air rude et robuste qu'il aimait tant afficher. « Oui, ma belle, répondit-il à Cory. À vrai dire, moi aussi j'ai faim. » Pendant qu'il parlait, son regard s'arrêta d'une manière suggestive sur les lèvres charnues de la jeune fille. Cory éclata de rire et lui donna une légère tape sur l'épaule. « Comment tu peux penser à ça dans une situation pareille ? Tu me laisses sans voix. Donne-moi un baiser, ma belle, et on file tout de suite d'ici. » « Comment pourrais-je refuser ?» Cory se pencha vers lui et effleura doucement ses lèvres des siennes. Don répondit en ouvrant ses lèvres, et le baiser devint plus profond, plus intense, chargé de ce désir mutuel contenu depuis si longtemps. Cory fut la première à s'écarter et demanda « J'espère que ça suffira ?» Pour un début, c'était pas mal. La jeune fille haussa un sourcil fin avec surprise. Don, remarquant sa réaction, ajouta « C'est bon, ton petit baiser me suffit, au moins pour qu'on dégage d'ici au plus vite. » La voiture démarra et fit demi-tour. Le couple commença à retourner vers la station-service. Mais bientôt, un vent glacial amena avec lui une tempête. Donald fut contraint de s'arrêter. La pluie tombait à torrents du ciel obscur, inondant le pare-brise, et les essuie-glaces n'arrivaient pas à améliorer la visibilité. Don regarda Cory avec un air désolé et dit « Désolé, ma belle, on va devoir passer la nuit dans la voiture. Si on continue comme ça, je ne peux pas garantir notre sécurité. Avec ce temps, je pourrais facilement glisser dans le fossé. Et là, ce serait encore pire. Tu comprends ce que je veux dire ? Bon sang, Don, tout ça c'est de ta faute. Pourquoi tu m'as convaincu qu'on arriverait directement à la maison, hein ? Ça suffit, Cory. Te plaindre ne sert à rien. La fille d'un pasteur ne devrait pas jurer comme ça. Les mots de Don tombèrent sur Cory comme un seau d'eau froide. Elle se reprit. La jeune fille fouilla dans la boîte à gants, tâtonnant jusqu'à trouver un paquet de chips salés. Un petit paquet. « Comment on le partage » demanda-t-elle à Don. « À parts égales. Moitié pour toi, moitié pour moi. Ne sois pas triste, Cory. J'ai encore des pastilles à la menthe et une bouteille d'eau minérale dans le panier sur le siège arrière. C'est mieux que rien. » Ils grignotèrent les chips, les accompagnant d'eau minérale. Ensuite, ils ouvrirent les pastilles à la menthe. Donald tenta à nouveau d'allumer la radio. « Quelle merde, pas de signal. Ne sois pas vulgaire, Don. C'est toi qui disais que jurer ne servait à rien. C'est pas juste. Toi aussi, parfois, tu jures comme un routier. Et puis, merde, c'est pas vraiment un gros mot. C'est juste une façon d'exprimer ce que je pense de notre situation. Bon sang. Blablabla, limita Cory. Allez, mieux vaut dormir. Comme ça, le matin arrivera plus vite. La pluie battante tambourinait sur le toit de la voiture, formant de fins ruisseaux qui coulaient sur les vitres. Cory se réfugia sur la banquette arrière. Comme un chat, elle se roula en boule, posant sa petite main sous sa tête comme si c'était un oreiller. Peu à peu, ses paupières se fermèrent, et elle s'endormit profondément. Don enleva sa veste, restant en simple t-shirt. Il sortit un paquet de cigarettes de la boîte à gants. Il n'en restait que 3. Si peu, pensa-t-il, mais ça devrait suffire pour quelques heures. Le bruit de la pluie l'irritait. La pluie lui mettait toujours les nerfs en pelote. Donald détestait l'eau, et cela remontait au jour où son grand frère, Zarek, l'avait jeté dans une piscine alors qu'il n'avait que 8 ans. Donald avait failli se noyer, mais Zarek, pris de panique, l'avait repêché, à moitié mort et tremblant dans l'eau glaciale. Donald n'avait jamais appris à nager, bien que des années se soient écoulées, la colère et le ressentiment envers son frère restaient enfouis au plus profond de lui. Perdu dans ses pensées troublantes, Sullivan ne remarqua pas que la pluie avait cessé. Il fuma jusqu'à réduire les cigarettes en mégots. Il but les dernières gouttes d'eau de la bouteille et, peu à peu, se laissa emporter par un sommeil lourd, épais comme du miel. Ses paupières se fermèrent d'elles-mêmes, bien qu'il soit habituellement un oiseau de nuit qui ne dormait jamais avant 2 heures du matin. Sa montre affichait minuit pile. Une épaisse brume, semblable à du lait, s'étendait sur la terre, tel un manteau de velours. Ses tentacules blancs et opaques ondulaient, s'étirant de plus en plus loin. La route humide s'effaçait, disparaissant peu à peu dans les profondeurs du brouillard. Le vent s'était arrêté. La brume avançait, comme obéissant à d'étranges lois de la nature, ou guidée par une force invisible, glissant sur le sol détrempé par la pluie.
La lune sortit des nuages qui la masquaient. Ses rayons se reflétaient sur les feuilles mouillées, atteignant les paupières closes de Donald. Le jeune homme fit un rêve étrange. Une femme magnifique et grande, vêtue d'une robe brillante rouge comme le sang, l'appelait, s'adressant à lui par son prénom. « Tu m'entends, Donald ? Laisse-moi entrer, ouvre la porte. J'ai si froid et je me sens si seul. Réchauffe mon corps, Donald, serre-moi dans tes bras et donne-moi ta chaleur. » Sa voix, douce et mélodieuse à la fois, ressemblait au son d'un luth, berçant la conscience de Don, tintant comme de petites clochettes. Dans cette voix si douce et enivrante, il y avait une tristesse profonde et un désir ardent. Il était impossible de résister à son appel. Les yeux de l'inconnu brillaient d'un vert félin. Son regard transperçait Donald, atteignant son âme. Le jeune homme ne pouvait détourner les yeux, sa conscience tombait, s'enfonçant toujours plus profondément, jusqu'à sombrer dans l'abîme. Les yeux de la femme promettaient l'extase, une passion brûlante et terrestre, et le plaisir de son corps habile et voluptueux. La peau blanche de la femme, semblable à de la crème fouettée, luisait d'une lumière douce et tentatrice. En regardant ses yeux, Donald pouvait presque goûter ses lèvres, si envoûtantes de douceur et d'ardeur. Jamais auparavant, il n'avait ressenti un désir aussi sauvage et incontrôlable pour une autre femme. Cédant à son envoûtement, son esprit devint flou, léger comme de la barbe à papa, et sa volonté s'effaçait, s'amenuisant. Obéissant à l'impulsion, il murmura « Entre, entre vite, je vais te réchauffer, inconnu. » Le vent froid et humide apporta des mots doux, emplis d'un poison caché. « Comme tu veux, mon doux, j'arrive. » De la fumée surgit une silhouette. La femme semblait flotter au-dessus du sol. Ses yeux verts étincelaient de feu, emplis d'attente. Soudain, elle s'éleva rapidement, se transformant en un oiseau noir. Sous cette nouvelle forme, elle vola vers la voiture et, en un instant, atterrit sur le capot. Puis elle disparut, se dissolvant en un nuage de fumée blanche. La portière de la voiture s'ouvrit silencieusement. Ensuite, par l'ouverture, une brume blanchâtre commença à s'insinuer lentement. Peu après, la fumée se dissipa, et sur le siège passager apparut un grand chat blanc. Ses yeux rouges brillaient d'un feu diabolique avec une lueur jaune scintillante. Don et Cory dormaient, prisonniers d'un sommeil enchanté. Leur corps s'agitait, leurs lèvres murmuraient sans émettre aucun son. Leurs esprits et leurs âmes luttaient désespérément, mais ils n'avaient pas la force de triompher. Le chat sauta doucement, se posant sur les jambes de Donald. Le jeune homme dormait. Son corps chaud sentait légèrement la menthe. La chatte, aux yeux rouges, huma l'air. Elle appréciait l'arôme de la peau du garçon, mais ce qui l'attirait le plus, c'était l'odeur du sang, dense, fort et sain qui coulait dans ses veines. La tête de Don reposait sur l'appui-tête du siège. Un fin filet de salive coulait de sa bouche entr'ouverte, menaçant de tomber sur son t-shirt. Sous ses paupières closes, ses yeux bougeaient d'un côté à l'autre. Les mains de Don se contractèrent parfois. Ses doigts, serrés en poing, s'ouvraient et se refermaient. « C'est un bon garçon », pensa Samantha. Sous sa forme de chatte, elle percevait le monde avec plus de netteté et d'intensité. Samantha pensa qu'elle pourrait jouer avec lui, mais cette idée fugace disparut aussitôt, emportée par la faim profonde qui brûlait en elle comme un feu glacé. Elle ne pouvait plus lutter contre cette faim, et même si elle essayait, son instinct l'aurait de toute façon emportée. D'un bond, Samantha se jeta sur le cou musclé du jeune homme, lécha de sa langue rugueuse la peau chaude et légèrement salée, puis, ouvrant grand sa gueule pour révéler ses crocs, elle s'enfonça dans son cou, mordant avec force la chair ferme. Elle buvait avec avidité, aspirant le sang chaud et salé, apaisant sa faim, comblant le froid et le vide en elle, reprenant des forces. Le corps de Don convulsait. Le sang jaillissait en un flot puissant, teintant l'intérieur de la voiture d'un rouge cramoisi. Sur les vitres se dessinaient des formes abstraites, comme si un peintre fou avait utilisé un pinceau trempé de rouge. Le sang maculait la fourrure blanche de la chatte Samantha, qui continuait de boire jusqu'à ce que son ventre soit gonflé. Elle buvait en écoutant le rythme de plus en plus lent du cœur agonisant, buvait jusqu'à ce que le pouls s'arrête, jusqu'à ce que la mélodie vibrante et envoûtante du battement jeune se taise. Puis la chatte commença à déchirer et mordre les muscles du cou, tournant de part et d'autre, jusqu'à ce que la tête, avec les coins des lèvres affaissés et un rictus d'agonie sur le visage, tombe au sol, roulant sous le siège comme une pastèque pourrie. Le sang avait redonné force à Samantha. Un rugissement rempli de fureur et de triomphe sortit de sa gorge féline, résonnant dans l'air juste avant l'aube avec un cri victorieux. Le rugissement effraya tous les êtres vivants des environs. Après quelques secondes, la réponse tant attendue arriva. Un croassement perçant et aigu de corbeau répondit à l'appel de la chatte. Samantha entr'ouvrit la portière d'un coup de patte, puis lécha le sang de ses moustaches, nettoyant les restes avec sa langue rugueuse, et d'un saut agile et élégant sortit de la voiture, disparaissant dans la nuit. Cory flottait dans l'obscurité, prise au piège dans les filets d'un rêve.
Dans ce rêve, elle courait, sans s'arrêter, toujours tout droit. Se sauver et fuir. Voilà l'unique pensée qui résonnait dans sa tête. Elle traversait un marécage immonde, nauséabond et boueux. La terre noire et grasse exhalait une odeur de pourriture et de décomposition. Une mousse brunâtre, glissante et visqueuse recouvrait le sol. Cory continuait de courir, incapable de se retourner. Elle savait que, si elle le faisait, elle mourrait. Son cœur battait violemment et un nœud poisseux lui obstruait la gorge. Le froid l'enveloppait comme une couverture glaciale posée sur ses épaules nues. Elle cria, incapable de supporter plus longtemps l'incertitude, et tourna la tête. Elle regarda l'obscurité qui tourbillonnait derrière elle comme une fumée noire. Cette obscurité se condensait, prenant la forme de quelque chose d'effrayant, d'indistinct, mais étrangement familier. La peur et la terreur la transpercèrent dans son sommeil, la réveillant en sursaut. Sa respiration était saccadée, et son cœur battait furieusement dans sa poitrine. Le calme environnant, un silence mortel, l'entourait, lui donnant l'impression d'être encore en plein cauchemar. « Comme il fait froid », pensa-t-elle. « Pourquoi ?» Cory se redressa et vit que la porte de la voiture était ouverte. Un vent glacial et cinglant s'engouffrait à l'intérieur, la glaçant jusqu'aux os. Elle se leva, décidée à chercher Don. Elle ressentait un besoin urgent de le serrer dans ses bras, d'entendre sa voix douce et rassurante, de se blottir contre son torse pour se sentir en sécurité. Mais ses yeux se posèrent sur des taches rouges, durcies en une couche fine, éclaboussant les vitres de la voiture comme si un peintre négligent avait trempé son pinceau dans du rouge. Soudain, la scène entière se dévoila devant elle avec une brutalité implacable. Cory blêmit. Ses yeux refusaient d'accepter la réalité, mais son esprit implacable dessinait chaque détail, chaque nuance de cette image horrible. Cory cria d'abord faiblement, puis de plus en plus fort, jusqu'à ce que sa gorge se déchire, transformant son cri en un gémissement rauque, jailli involontairement de son être. Sans réfléchir, poussée par la panique, elle sortit de la voiture et se mit à courir. Ses pieds la portaient sur la route, encore et encore. Elle courait comme dans un rêve, et cette maudite route semblait interminable. Ses cris s'éteignirent, remplacés par des sanglots étouffants, par des larmes amères, empreintes de terreur. Elle pleurait, et les larmes, épaisses et salées, pleines de l'amertume de la perte, coulaient le long de ses joues détrempées. Finalement, elle s'effondra sur l'herbe, au bord de la forêt. Ses épaules s'affaissèrent, et elle éclata en sanglots, enfouissant son visage dans ses mains comme pour se cacher de l'horrible scène qu'elle venait de voir. L'image terrifiante de la tête détachée de Don, gisant sur le sol de la voiture comme un jouet abandonné, la hantait. Sa bouche, figée dans un cri silencieux, et ses yeux clos s'étaient regravés dans son esprit. Cory avait l'impression que les yeux de Don allaient beau s'ouvrir d'un instant à l'autre, montrant une supplication muette, et cette vision insupportable la briserait ou la tuerait. Elle tenta de se ressaisir. Une brume froide l'entourait, tourbillonnant sur le sol humide. Cory regarda autour d'elle, et son cœur remonta dans sa gorge, comme un oiseau effrayé. Une peur paralysante envahissait ses pensées, lui révélant une menace invisible. Est-ce que la brume est devenue plus épaisse, ou est-ce moi? Est-ce même possible? Mais Cory faisait encore confiance à ses yeux. Elle tourna sur elle-même, debout près de la forêt qui grinçait et murmurait avec les cimes des arbres malgré l'absence de vent. Tout ce qu'elle voyait était couvert par une brume dense. C'était comme un mur opaque, bloquant sa vue et masquant tout ce qui se trouvait à plusieurs mètres. Un frisson glacé parcourut son dos. Ses paumes étaient poudées moites et un nœud froid lui serrait la gorge. Son instinct de survie la submergeait d'adrénaline, lui hurlant « Cours !» Le froid de la sueur imprégnait son t-shirt alors qu'elle se lançait vers la forêt sombre et menaçante. Ses baskets jaunes glissaient, s'enfonçant dans une boue molle et collante. Les branches des arbres la fouettaient au visage et les gouttes glacées de la pluie ruisselaient dans ses yeux. Cory était trempée, grelottante, mouillée par la pluie qui tombait des feuilles des arbres. Elle continuait à courir, et lorsqu'elle se retourna, elle vit que la brume la poursuivait inlassablement. Elle s'arrêta en apercevant une clairière où la terre noire était dépourvue d'herbe. Cory fit un pas en avant, foulant le sol brûlé, puis elle regarda derrière elle. La brume avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Avançant de quelques pas supplémentaires, la jeune fille distingua une vieille maison tordue près des arbres, qui ressemblait à une cabane abandonnée de bûcherons. Le toit était en mauvais état, avec des trous béants semblables à des orbites vides. Le lierre grimpait comme un mur vert sur les parois de bois, enveloppant la maison dans une couverture dense. Les vestiges des murs d'un puits étaient recouverts d'une mousse d'un vert éclatant et doux. Sur le toit de la maison, des oiseaux noirs étaient pas des perchés. Le plus grand des corbeaux poussa un cri perçant. À travers la fenêtre poussiéreuse et opaque, une lumière bleutée se mit à briller. C'était une lueur vive et éthérée, semblable à la flamme d'une bougie venue d'un autre monde. Cette lumière hypnotisa Cory, capturant son regard. Ses jambes devinrent lourdes comme du plomb, incapables de bouger.
La jeune fille resta figée, pétrifiée. La porte de bois, à moitié pourrie, s'ouvrit dans un grincement, semblable au gémissement d'une vieille femme courbée par le rhumatisme. Sur le seuil, une lumière scintillante apparut. Elle grandit jusqu'à ce que Cory puisse distinguer la forme floue et translucide d'un vieil homme, grand et maigre comme une brindille. Il portait un antique habit noir, des culottes et de hautes bottes. Sur sa hanche, la silhouette nette d'un sabre ou d'une longue épée se devinait clairement. Les formes se précisèrent et les couleurs devinrent plus nettes. Les cheveux du vieil homme, blancs comme la neige fraîchement tombée, flottaient en désordre autour de sa tête. Le vieillard oscillait entre la disparition et la matérialisation, alternant entre une transparence spectrale et une apparence presque vivante. Soudain, il s'éleva dans les airs et vola droit vers Cory. Terrifié, Cory ferma les yeux, s'attendant à une mort imminente. Un murmure incompréhensible, lourd, chargé de nostalgie et d'une attente éternelle, traversa la nuit, tel un gémissement. Un vent fantomatique effleura le visage de Cory, refroidissant sa peau et hérissant chaque poil de son corps comme si une décharge électrique la parcourait. Le vent et le murmure griffèrent son cœur, provoquant une douleur aiguë et déchirante. Brusquement, son corps lui obéit à nouveau. Elle entendit des mots s'effacer dans le lointain, porteurs d'un sens clair et urgent. « Cours !» Les corbeaux, comme réveillés d'un long sommeil, s'envolèrent à l'unisson du toit. Ils croassèrent de manière assourdissante, tout en plongeant en piqué, tentant de traverser la silhouette spectrale de leur bec acéré. Le vieillard vacilla, devenant translucide, avant de disparaître complètement. Guidé par son instinct, Cory s'élança en courant, mais le brouillard la suivait, murmurant sans visage « Tu ne m'échapperas pas, tu m'appartiens ». Cory se précipita à nouveau vers la forêt. Dans l'obscurité, tout se mêlait, et le sentier s'était métamorphosé, devenant autre. Elle trébucha sur une tombe ouverte qu'elle reconnut grâce à sa pierre tombale. Elle se heurta douloureusement contre la froide pierre, et bien qu'un sanglot étouffé s'échappa de ses lèvres, elle continua de courir. Ses poumons brûlaient. L'essoufflement, témoin de son épuisement, lui fit regretter de ne pas avoir fait plus d'exercice. Et il y avait tant de tombes. Elle découvrit qu'elle tournait en rond. Le sentier la ramena à nouveau à la clairière et à la maison. Cory cria de désespoir, sentant sur sa peau l'écho retentissant et sarcastique des rires des corbeaux derrière elle. Elle tourna à gauche, se jetant dans la direction qu'elle croyait être celle de la route. Elle avait presque atteint le chemin familier lorsqu'elle trébucha sur une racine de pin qui dépassait du sol. Elle roula sur une pente avant d'atterrir dans un trou sombre rempli d'eau. Les feuilles amortirent mal à pierre sa chute, mais Cory s'écorcha les mains et déchira son jean contre les pierres et les branches acérées accumulées par le vent. Une crampe traversa son genou d'une douleur aiguë. Serrant les dents, elle tenta de rester immobile, espérant que ce qui la poursuivait ne la trouverait pas là. Un chat blanc marchait furtivement autour du trou. Ses pattes douces lançaient des monticules de terre et de feuilles à l'intérieur du fossé. Le chat ronronna, arquant son dos, avant de se transformer en une belle femme au visage pâle et aux lèvres rouges comme le sang. Samantha se pencha au-dessus du trou. Son bras s'allongea et soudain, des griffes poussèrent au bout de ses doigts fins. Terrifiée par ce qu'elle voyait, Cory tremblait d'un froid incontrôlable. Ses dents claquaient, produisant un son irrégulier. « Je perds la tête », pensa-t-elle, et sa peur se transforma en un rire hystérique. Une image surgit dans sa mémoire. Son père, Michael, un homme robuste d'une quarantaine d'années, avec une chevelure noire striée de gris aux tempes, lui lisant un conte sur Blanche-Neige. Et elle, petite fille de 5 ans, lui demandant « Papa, la méchante sorcière ne viendra pas me chercher, n'est-ce pas ?»« Non, mon soleil !» lui répondait son père. « Si tu pries Dieu, il enverra un ange du ciel pour te protéger et te sauver. Souviens-toi, Cory, la prière faite avec foi a un pouvoir immense. » Et Cory, dans le délire de sa folie imminente, commença à prier en silence. Les mots sortirent de sa bouche alors que des larmes de terreur coulèrent sur ses joues, soulageant peu à peu la tension et la peur. À chaque mot de la prière, une sensation croissante de sécurité commençait à naître dans le cœur de Cory. Ainsi, la jeune fille murmura les derniers mots de la prière. Samantha tendait sa main griffue, effleurant presque les longs cheveux emmêlés de Cory, qui gisait au fond du trou. Le cœur de la maléfique chantait une chanson de victoire. Samantha pouvait presque goûter la proie, tant convoitée. Ce sang pur et sucré renfermait une promesse. Le vent souffla soudainement, dispersant les nuages noirs de la nuit. Le gris de l'aube apporta une faible lueur précédant le lever du soleil. Cela suffit. La main griffue se retira brusquement. Samantha siffla de rage. Elle se transforma à nouveau en chat. La lumière diffuse et pâle du soleil était insupportable pour elle, comme si c'était de l'acide qui brûlait sa peau et l'affaiblissait. Le chat s'élança,
en bond rapide vers la vieille maison, cherchant refuge dans les derniers vestiges d'obscurité. Le brouillard disparut, se dissipant sous la douce lumière rosée de l'aube. La haine et la rage de la perte de sa proie bouillonnaient en sa monta. Sa fureur embrumait son esprit. « Ce n'est pas encore fini », se promit-elle avec colère. « Peu importe, humaine, nous nous reverrons », décida-t-elle alors qu'elle se cachait, disparaissant avec la nuit qui s'éteignait. Tout avait changé. Les enchantements de la nuit avaient perdu leur pouvoir. Le chemin redevint comme avant. Les flaques d'eau, remplies par la pluie, et le sol argileux se transformèrent à nouveau en asphalte lisse. Les oiseaux s'éveillaient et chantaient. Les doux rayons du soleil, s'élevant à l'horizon, doraient la rosée froide qui scintillait sur l'herbe et les feuilles des arbres. La forêt revivait. Cory, plongée dans l'oubli, reposait sur un lit de feuilles humides et molles, au fond d'un trou de 2 mètres de profondeur. Un morceau de son pull en laine et une seule basket jaune, sale et couverte de boue, étaient éparpillés dans la forêt, marquant la position de la jeune fille. Le shérif du comté, Patrick Frost, avançait à pas lourds sur le sentier forestier, encore détrempé et boueux après la tempête. Son Stetson collait à son front en sueur. Il l'enleva, essuyant maladroitement son visage avec la manche de sa chemise. Haletant et marmonnant entre ses dents, il progressait lentement, balançant ses jambes robustes avec difficulté. Devant lui, à quelques pas, marchait son jeune adjoint, l'agent Harry Barton, une petite lampe torche à la main. « Harry, attends 1 minute. Shérif, là-bas, il y a quelque chose au sol. On dirait une basket sale, ou peut-être une chaussure, » répondit l'adjoint, ignorant la demande de son supérieur. « Comment était habillée la disparue ?»« Oui, la disparue, Cory Marsh. Voyons, laisse-moi me souvenir. Béatrice et ses copines disaient qu'elle ne quittait jamais ses baskets jaunes, et si elle devait aller à cette fête, elle les aurait sûrement portées. Eh bien, chef, c'est définitivement une basket jaune. Tiens donc, quel fin observateur tu fais, Harry. Alors, tu crois qu'elle est passée par ce maudit clairière ? Aucune idée, répondit Harry avec un haussement d'épaule. La mention de cet endroit sinistre suffisait toujours à faire frissonner Harry. Penser au nombre de personnes ayant disparu là-bas, sans laisser de traces, lui faisait battre le cœur à tout rompre et trembler les mains. Le jeune agent se baissa et ramassa la basket jaune, toujours couverte de boue. Un bruit étrange, comme un gémissement, se fit entendre au loin, porté par le vent. Harry regarda autour de lui, scrutant les environs à la recherche de l'origine du son. Il balaya les alentours avec sa lampe torche. Le shérif, toujours haletant, le rejoignit. « Toi aussi, tu as entendu ça ?» demanda le shérif. « Oui, je l'ai entendu » acquiesça l'adjoint. Ils échangèrent un regard et se dirigèrent ensemble vers un groupe de buissons. Là, ils tombèrent sur un trou béant. Le shérif se laissa tomber au sol, à plat ventre sur l'herbe, et se pencha au bord du trou, éclairant le fond avec sa lampe torche. L'obscurité du puits exhalait une odeur de feuilles en décomposition et d'humidité. Cory entendit des voix, lointaines, masculines, mais bien réelles. Avec difficulté, elle entr'ouvrit ses lèvres desséchées, couvertes d'une croûte de salive. Ses lèvres gercées et douloureuses se fendirent, laissant couler quelques gouttes de sang. Les voix se rapprochaient de plus en plus. Un faible faisceau de lumière, éblouissant dans l'obscurité, illumina son visage. Cory tenta de crier, mais seul un murmure rauque sortit de sa bouche. « À l'aide ! Je vous en supplie, aidez-moi !» Ce cri épuisa les maigres forces qui lui restaient, et elle perdit connaissance. « Qu'est-ce que tu fais là, planté comme un idiot ?» tonna le shérif en se redressant. Sa chemise et son pantalon d'uniforme étaient maculés de boue humide. L'eau avait imbibé son pantalon, refroidissant son ventre proéminent, ruisselant le long de ses jambes jusqu'à ses chaussettes de laine détrempées. « Harry, aide la gamine à sortir de là. Je vais appeler des renforts. » Une ambulance blanche emporta Cory Marsh à l'hôpital après qu'elle eut repris conscience. Aux 2 questions posées par le shérif, la jeune fille répondit faiblement par la négative. Les médecins diagnostiquèrent une sévère commotion, un choc traumatique et peut-être une amnésie temporaire. L'ambulance s'éloigna rapidement, disparaissant au loin. Le shérif et son jeune adjoint attendirent l'arrivée des légistes. 2 policiers ruraux tombèrent par hasard sur la Nova bleue garée le long du chemin. L'adjoint, pris de haut le cœur pour la 3e fois, vomissait dans les buissons. Le shérif, le visage livide et déformé par l'horreur, se tenait la poitrine, inspirant profondément l'air frais de la forêt. Dans cette petite ville, des événements de ce genre n'avaient pas eu lieu depuis des années. Le shérif devina qu'un fou échappé d'un asile avait probablement trouvé refuge dans leur paisible communauté. « Oui, exactement ce qu'il nous manquait », songea Patrick avec amertume. « Et maintenant, qu'est-ce qui nous attend ? La panique, le scandale et toute la presse locale va fondre sur nous comme des vautours », continuait-il à réfléchir frustré. Il n'avait aucune piste, aucune théorie solide, pas même un indice tangible. La jeune disparue, retrouvée vivante mais visiblement traumatisée, n'avait pas retrouvé ses esprits.
Tout est fichu, Patrick, se lamenta le shérif. Tu es en plein dans cette affaire jusqu'au cou, et c'est toi qui devras gérer tout ça, comme si ça pouvait tomber sur quelqu'un d'autre. Adieu la tranquillité, et moi qui rêvais déjà de ma retraite. Le shérif, toujours planté là, attendait l'arrivée des légistes, et peut-être des fédéraux indésirables, mais inévitables. Il leva les yeux vers le ciel bleu et dégagé. Soudain, son corps fut parcouru d'un frisson. Un rire nerveux et rauque, mêlé de hoquet, lui échappa, et il se plia en deux, incapable de le contenir. Quelle ironie, n'est-ce pas? Le rêve d'un idiot devenu réalité. Je vais sûrement apparaître à la une du journal demain. Mais pas comme un héros, non, plutôt comme un vieux flic pathétique qui ne fait que chauffer son siège en attendant la retraite. Sur une longue route solitaire, une jaguar noire aux vitres teintées fendait le vent comme un prédateur en chasse. Derrière elle, l'écho d'un heavy metal grondant s'évanouissait peu à peu. À l'intérieur du véhicule, la sono puissante faisait vibrer l'habitacle. Un jeune homme à la peau hâlée, les cheveux longs et ondulés noués en un chignon désordonné, tenait le volant d'une main ferme tout en accompagnant la musique de sa voix rauque de fumeur. Le conducteur était pressé. Habillé simplement, il portait un jean moulant d'un bleu profond et un t-shirt noir avec l'inscription provoquante « Kiss my ass ». Sur le siège passager en cuir, une sacoche de sport noire, entr'ouverte, laissait entrevoir un portefeuille en cuir de crocodile et un téléphone portable ultra fin, argenté, accompagné de quelques effets personnels. À l'arrière, une boîte de Lucky Strike, ouverte, un briquet noir lourd en métal, ainsi qu'une paire de sous-vêtements en dentelle oubliés par deux jeunes femmes. Ces jumelles séduisantes, avec leur allure d'ange sombre, Betty et Veniamina, avaient partagé un moment de folie avec lui. Bien sûr, si elles avaient réellement plus de 21 ans, il était prêt à manger sa cravate. Celle-là même qu'il avait rangée dans son bagage avec son costume sombre, soigneusement préparé pour l'enterrement de son frère cadet. C'était ce triste événement qui l'amenait à rejoindre la maison familiale, quittant Los Angeles après avoir entendu le message bouleversant de sa mère sur son répondeur. Même s'il se disputait souvent avec Don, il l'aimait profondément. Son frère, si grand et fort, tel un ours. Cette mort absurde, ce mystère non élucidé, brûlait en lui comme un feu de rage et de douleur. Quelle mort insensée! Qui aurait pu oser tuer Don de manière aussi brutale? Aucune trace de lutte, tant de sang. Quelle force faut-il avoir pour déchirer la gorge de quelqu'un ainsi? Et cette fille, Cory. Cela fait quoi? 10 ans que je ne l'ai pas vue? La petite amie de mon frère. Et si c'était elle? Si c'était elle qui l'avait tuée avant de jouer la folle? Mais même en imaginant qu'elle se soit transformée en un Terminator avec des muscles en acier, ce raisonnement arrachait à Zarek un sourire amer. Il tenta d'imaginer une telle scène absurde, mais non, ce n'était pas plausible, pas assez pour effleurer la vérité quelle qu'elle fût. Zarek savait que Don aimait les filles jeunes, les femmes au caractère affirmé, presque masculine, ce n'était pas son style. Depuis plus d'une heure, Zarek roulait, cherchant ce ranch perdu à l'aide d'une carte rudimentaire. Il savait qu'il ne pouvait pas compter sur la police et que, s'il voulait des réponses, il devait les obtenir lui-même. « Je te vengerai, frère », promit-il mentalement, serrant les dents tandis qu'une colère sourde montait en lui. Son poing fermé se leva dans un geste menaçant, adressé à un ennemi inconnu. Puis il appuya sur l'accélérateur, augmentant encore la vitesse. L'aiguille du compteur dépassa les 150 miles à l'heure avant qu'il ne freine brusquement, apercevant un vieux panneau rouillé, oscillant au gré du vent. Le panneau indiquait que la ferme des March se trouvait à 2 miles au sud, en suivant cette même route. Zarek poursuivit sa route, cette fois plus prudemment, ralentissant l'allure. Il tourna bientôt sur un petit pont en bois qui enjambait un ruisseau limpide. En traversant, il entendit le pont craquer sous le poids du véhicule, comme un avertissement qu'il pourrait céder à tout moment et l'entraîner dans les eaux peu profondes, mais profondes du cours d'eau. Le paysage changea, la forêt s'éclaircit, dévoilant de vastes champs verdoyants de part et d'autre de la route. Le chemin devint plus accidenté, parsemé de nids de poules et de pierres. La jaguar, ralentissant encore, avançait péniblement sur ce sentier chaotique, parfois recouvert d'herbes hautes. Après les 2 miles promis par le panneau, Zarek coupa la musique, interrompant sa chanson favorite, et attrapa une paire de lunettes de soleil noires avant d'ajuster une casquette de baseball sur son front. Surplombant une colline, la destination se dessina. Une maison en pierre à 2 étages. Le bâtiment était ancien. La peinture bleu ciel, délavée par le temps, s'écaillait à plusieurs endroits, formant des bulles prêtes à éclater. Pourtant, les tuiles rouges du toit brillaient encore fièrement sous le soleil. L'allée menant à la maison était envahie de marguerites et de mauvaises herbes, un détail charmant mais qui laissait deviner qu'une femme vivait ici. Non loin de la fenêtre, de jeunes pommiers, alignés avec soin, faisaient de bruire leurs feuilles au gré du vent. Ils projetaient une ombre agréable sur une pergola blanche en bois fraîchement construite. Zarek arrêta la voiture devant une pelouse bien entretenue,
délimité par une clôture en palissade blanche. En sortant du véhicule, Zarek observa attentivement la maison et écouta. Aucun bruit ne trahissait la présence de quelqu'un à l'intérieur. Seul le chant joyeux de petits oiseaux gris se cachant à l'ombre des pommiers parvenait à ses oreilles. Un instant, Zarek pensa que la maison était vide, ce qui lui parut étrange. Après tout, il était 8 heures du matin, un dimanche, et il savait que les gens normaux peinaient à se lever si tôt. Zarek leva les yeux vers les hautes fenêtres. Non, ce n'était pas son imagination. Le rideau vert se mouvait légèrement. Cela lui indiqua que quelqu'un l'observait, probablement depuis un moment. D'un pas rapide, Zarek se dirigea vers la porte d'entrée blanche. Il sourit en apercevant un fer à cheval suspendu au-dessus du seuil, un porte-bonheur qui, selon beaucoup, apportait la chance à la maison. Zarek appuya sur le bouton du carillon noir et brillant. Dans la maison, une cloche tinta, puis le plancher craqua sous des pas qui se rapprochaient. La porte s'ouvrit bientôt et la tête d'une jeune fille apparut, les cheveux mouillés, dégageant une odeur de violette. Elle les avait enroulés en une queue de cheval négligée. Sans demander qui il était, Cory Marsh regarda le nouveau venu avec assurance. La jeune femme leva les yeux pour observer son visiteur. Une silhouette haute et athlétique, un visage d'une beauté masculine, et des yeux cachés derrière des lunettes de soleil noir. Le jeune homme ôta ses lunettes et Cory aperçut ses yeux froids, luisants d'ironie. Elle ne le reconnut pas immédiatement. 10 ans s'étaient écoulés. Il avait changé, devenu un homme qui semblait avoir tout vu dans la vie. Mais oui, c'était lui, le frère de Don, Zarek. Des souvenirs désagréables jaillirent dans sa mémoire et Cory ressentit l'envie de refermer la porte en un coup sec, juste sous son nez, bien qu'il fût plutôt séduisant. Comme s'il devinait ses intentions, Zarek saisit fermement le cadre de la porte et plaça son pied, chaussé d'une basket noire, sur le seuil, anticipant le geste de Cory pour fermer la porte. Puis il ôta sa casquette et la suspendit à son cou, faisant pendre ses lunettes. Il sourit, une expression moqueuse et dédaigneuse, tout en maintenant son regard glacial. « Eh bien, tu as bien grandi, et tu es devenu une vraie beauté. Maintenant, je comprends ce que mon frère a vu en toi. Honnêtement, je suis surpris. Le petit poulain tout maigre s'est transformé en un splendide cheval. « Casse-toi » lança Cory, la rage brûlant dans sa voix. Ses yeux dorés, parsemés de taches brunes, brillaient d'une colère intense. « C'est ainsi que tu accueilles les vieux amis ? Où est donc ton hospitalité ? Après tout, tu es la fille d'un prêtre, non ? » « Écoute, » répliqua Cory d'un ton las et plein de mépris. Elle savait qu'il était inutile de lutter contre Zarek. « Quelle chance de me retrouver seule à la maison, pensa-t-elle. « Dis-moi ce que tu veux et puis tu repartiras. Réponds à quelques questions et je te laisse tranquille. » Sans lui laisser le temps de répondre, Zarek prit doucement une mèche de cheveux qui tombait sur son front et la remit derrière son oreille. Les yeux de Cory étincelèrent de fureur, mais elle réprima la colère qui montait en elle. « On ne t'a jamais dit combien tu es belle quand tu es en colère ?» Se rappelant les comportements imprévisibles de Zarek, Cory sourit avant de lui dire « Entre, je t'offre un café. Et après, tu partiras, d'accord ?»« Bien sûr, ma belle, j'adore le café. » Zarek entra dans la maison. Un canapé blanc, orné de coussins en dentelle beige, trônait au centre du salon, comme pour inviter à s'y asseoir. En face, une table basse en verre. Sur cette table, une cruche en céramique turquoise contenait des marguerites fraîches, probablement cueillies tout récemment. Au-dessus de la cheminée, une étagère massive d'un ton crème, imitant le style ancien, dominait la pièce. Elle était ornée de moulures, représentant des vagues et des fleurs. Sur cette étagère pendaient plusieurs photos, peut-être trop à son goût. Beaucoup d'entre elles montraient de son frère cadet, toujours souriant et si jeune. Zarek n'avait jamais imaginé que Donald ait pu paraître si tendre, comme le montraient les photos de Cory. Zarek prit son temps pour observer les images, puis s'assit dans un petit fauteuil blanc, allongeant ses longues jambes directement sur la table basse. Il observa comment Cory fronçait les sourcils avec dégoût avant de se diriger d'un pas léger vers la cuisine. Zarek ne put s'empêcher d'admirer sa démarche gracieuse, presque féline. « Elle est vraiment belle, » pensa le jeune homme. « Si délicate et, en même temps, obstinée, un feu enveloppé de glace. » Mais il se reprit aussitôt. « Cory n'est pas mon amie, mais plutôt mon ennemi. Elle sait ce qui est arrivé à Don, et elle pourrait être responsable de tout ça. Et pour des raisons qui m'échappent, elle pourrait bien couvrir le coupable. C'est peut-être pour cela qu'elle feint l'amnésie. « Rappelle-toi, Zarek, » murmurait sa voix intérieure. « Toutes les femmes sont des sirènes. On ne peut pas leur faire confiance. » Zarek se perdit dans ses pensées. Il frissonna involontairement et haussa les épaules lorsqu'il entendit Cory entrer silencieusement dans la pièce, se déplaçant sur le sol en chaussettes rayées. La jeune fille posa un plateau en verre avec une cafetière pleine et 2 tasses sur la table. L'arôme du café fraîchement préparé éveilla l'appétit de Zarek. Cela faisait bien longtemps qu'il n'avait pas bu de vrai café.
préparé à la main, car il était toujours occupé et se contentait de café instantané ou de celui insipide des distributeurs automatiques. Cory servit le café dans les tasses, désignant d'un geste le sucre et le lait. Elle prit la première tasse de la boisson fumante, noire comme la nuit, ajouta 2 morceaux de sucre de canne et mélangea lentement avec une petite cuillère en argent. Puis, Cory commença à boire son café, et Zarek remarqua sur son visage calme que, effectivement, le café était délicieux. Lorsque Zarek se servit sa propre tasse et y ajouta de la crème, Cory l'observa attentivement. « Il est toujours aussi gourmand », pensa-t-elle. « Il met encore beaucoup de sucre, comme quand il était enfant. » Cela lui arracha un sourire, mais en même temps la troubla, car Cory avait toujours craint le diabète dont elle était prédisposée. Zarek, apparemment, n'était pas un adepte du mode de vie sain, bien qu'il ait l'apparence d'un type sûr de lui et en forme. L'apparence peut être trompeuse, se dit Cory. Cette leçon, elle l'avait apprise de la vie elle-même. Elle avait appris à lire les gens en observant leurs yeux. Elle savait repérer la fausseté et la tromperie, se fiant à son instinct, celui-là même qu'elle avait suivi pour choisir sa vocation. « Les yeux sont le miroir de l'âme », disait toujours sa mère. Si les yeux mentent, cela signifie qu'il y a quelque chose qui s'est brisé dans l'âme de cette personne, quelque chose de précieux qui ne pourra jamais être réparé. La mère de Cory était morte de leucémie il y a 3 ans. Cory portait encore ce poids en elle, une douleur qui ne la quittait pas. Parfois, Cory oubliait que sa mère n'était plus vivante, surtout l'après-midi, lorsqu'elle préparait le dîner. À ces moments-là, il lui semblait que la porte en bois grinçait et que sa mère entrait à la maison. La mère de Cory était vétérinaire, soignant des vaches et des chevaux. Son talent, ou plutôt son don, elle l'avait probablement transmis à sa fille. Zarek prit une gorgée de café, puis une autre. Son visage s'éclaira. La préoccupation et la tension disparurent. Il murmura « C'est délicieux. Merci. » « De rien, » répondit Cory. Le silence s'installa. Zarek se servit une nouvelle tasse de café, y ajouta la même quantité de lait et de sucre qu'auparavant, et but d'un seul trait la moitié de la petite tasse. « Bon, passons aux choses sérieuses, mademoiselle March. Je sais que lorsque Don était mort, tu étais avec lui. Toi, ma chère, tu sais ce qui s'est passé cette nuit-là. Raconte-moi tout. Je ne partirai pas sans la vérité. » « Zarek, je ne m'en souviens pas. J'ai de l'amnésie. » Intéressant, ce mot. Si commode. Mais je pense que tu fais semblant, que tu caches la vérité, n'est-ce pas, Cory ? Qu'as-tu dit ? Demanda Cory, furieuse. Comment oses-tu m'accuser ? J'aimais Don. Cory se leva d'un bond du canapé, le regardant avec rage. Zarek la regardait d'en bas, l'expression calme, mais les yeux perçants. « Pars, hors de chez moi, tout de suite. Écoute-moi bien, imbécile, pars !» cria Cory, hors d'elle. « Et si je ne pars pas ?» répliqua Zarek d'un ton calme. « Tu vas me jeter. Tu n'as pas le courage de le faire, petite. » Zarek se leva lentement du canapé. Ses 6 pieds, 3 pouces de muscle, le mettaient au-dessus des 5 pieds 7 pouces de Cory, la faisant se ratatiner sans qu'elle s'en rende compte. « Tu as peur ? La peur, c'est bon. Maintenant, dis-moi tout ce que tu sais, ou... »« Pourquoi tu ne me crois pas ?» demanda la jeune fille, inquiète mais toujours déterminée. « Pourquoi ? Parce que je sens au fond de moi qu'il y a quelque chose de bizarre ici. Alors, s'il te plaît, parle, » répondit Zarek, la regardant avec une haine brûlante dans les yeux. « Je n'ai rien à cacher. Je ne me souviens de rien. Les médecins disent qu'avec le temps, la mémoire reviendra. »« Quand ?» l'interrompit Zarek. « Dans 1 an, 2, 10 ? Je n'ai pas le temps d'attendre. Il me faut la vérité. Ce n'est qu'alors que je te laisserai tranquille, tu comprends ? Mais que puis-je faire ? La mémoire ne revient pas, peu importe à quel point j'essaie. Ces lieux et la forêt me terrifient. Je ne sais même pas ce qui me fait peur. C'est comme si j'avais affronté quelque chose de bizarre et de sinistre, et ça me fait peur. Ça te paraît ridicule, non ? » Cory haussait les épaules. « Écoute, ma fille, faisons ceci. Coopère avec moi. Accepte-le. J'ai quelques idées. Je pense savoir comment t'aider à te souvenir de tout. » Zarek resta pensif, regardant le feu dans la cheminée. Puis il tourna son regard vers la jeune fille, dont le visage exprimait un mélange de détresse et de confusion. Il demanda « Où est ton téléphone ? J'ai besoin de passer un appel. »« Dans la cuisine. Je vais te montrer. »« Pas besoin, je me souviens de l'agencement des pièces. Après tout, je venais ici souvent, il y a 10 ans. »« Comme tu veux, » répondit Cory, sans ajouter autre chose. Elle détacha sa queue de cheval et se mit à peigner distraitement ses mèches mouillées. Zarek se dirigea vers la cuisine, pensant que la maison n'avait pas beaucoup changé depuis cette époque. Seules les couleurs des murs étaient différentes et les meubles semblaient plus élégants et plus chers. Mais la maison restait en place, construite par le grand-père de Cory, Heinrich, et elle demeurait solide, comme pour témoigner de sa stabilité et de sa permanence. La cuisine était spacieuse et accueillante.
Zarek se rappela l'odeur des biscuits au chocolat avec une touche de vanille et un peu de cannelle que Julieta, la mère de Cory, préparait. Cette femme était si gentille, et son sourire doux illuminait son visage ovale d'une manière telle que, pour Zarek Sullivan, Julieta semblait être un ange. Le jeune homme prit le combiné du téléphone qui reposait sur la grande table en bois de noyer. Il composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Après 2 tonalités longues, quelqu'un répondit à l'autre bout du fil d'une voix somnolente et agacée. « Oui ? Bonjour à toi aussi, Bill. »« Ah, c'est toi, Zarek. » La voix se fit plus amicale. « Je t'écoute à n'importe quelle heure. »« C'est une insinuation ?» demanda Zarek moqueur. « Tu sais que c'est la pure vérité, une amitié qui résiste au temps. » Je n'en doute pas une seconde, je posais juste la question. Zarek changea de ton et continua la conversation. « Écoute, Bill, tu te souviens de ce dont on parlait ? Je t'ai demandé de l'aide et, eh bien, je t'appelle maintenant. Le jour est enfin arrivé. Tu viens ? Oui, si ça ne te dérange pas. Je t'attends. Je ferai de mon mieux pour arriver dans 2 heures. À tout à l'heure, alors. » Zarek raccrocha le téléphone. Il regarda Cory, qui venait d'entrer dans la cuisine, l'air sombre, et dit « Prépare-toi, tu viens avec moi. »« Mais où ça ?» demanda Cory, confuse. « Je ne peux pas partir. Mon père va bientôt arriver. Que lui dis-je ? Écoute bien, petite. Si tu veux que je te fasse confiance et que tu as vraiment aimé mon frère comme tu le dis, alors je pense que ça t'intéressera de savoir ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? Mais comment ? Les questions après. Je t'attends dans la voiture. » Zarek regarda sa montre étanche et dit « 10 minutes pile, pas une de plus. » Puis, sans se retourner, il se dirigea vers la porte arrière, l'ouvrit et sortit dans la cour. Quel culot ! Arrogant et prétentieux. Il pense vraiment que je vais le suivre ? Bien sûr que oui, répondit une voix intérieure irritée et sarcastique. Chérie, non seulement tu vas le suivre, mais tu vas courir après lui comme un éclair. Parce que, mademoiselle March, tu veux te souvenir de tout et venger la mort de ton bien-aimé, n'est-ce pas ? Cory écrivit une note rapide sur une feuille arrachée d'un carnet gris décoré de roses, la laissant pour son père sans trop de détails. Puis, elle se changea rapidement, enfilant un pull rose et un pantalon de sport gris avec une bande sur les côtés, et serra les lacets de ses baskets fermement. Un sac à dos de sport, déjà usé par le temps, reposait dans le placard. Cory le prit et le remplit rapidement avec l'essentiel, sous-vêtements, argent, téléphone, brosse et autres petites choses, ainsi que quelques articles de toilette. Elle mit les clés dans le sac et courut en bas, dévalant les escaliers à toute vitesse, traversa le salon avant de refermer la porte d'entrée derrière elle. Zarek avait déjà démarré la voiture. La fenêtre teintée se baissa et Cory put voir le visage séduisant du garçon. Il souriait, comme un chat satisfait qui vient d'attraper sa proie. D'une voix douce et profonde, il dit « Il te reste exactement 1 minute. » Cory eut envie de lui donner une gifle puis de l'envoyer promener loin d'ici. Elle se contint, serrant le poing. Elle ouvrit ensuite la porte et se laissa tomber sur le siège en cuir couleur caramel. Elle savait qu'avec Zarek, il fallait être prudente et garder son calme, un calme qui lui échappait toujours entre les doigts. Elle savait que plus elle s'emporterait et perdrait le contrôle, mieux ce serait pour lui. Ça avait toujours été difficile d'être avec lui. Depuis enfant, il s'était constamment accroché, comme un chien et un chat. Son tempérament impulsif n'avait fait qu'aggraver les choses. Pourquoi lui, seulement lui, me fait-il ressentir cela ? En sa présence, Cory se sentait comme une bouilloire en ébullition, son esprit se noyant dans la colère, et elle avait envie de le saisir et de le secouer jusqu'à lui apprendre une bonne leçon. Malheureusement, elle n'y était jamais parvenue, même un peu. Toutes ses tentatives pour changer la situation avaient échoué. Bleu, joues rouges, moqueries agaçantes, réprimandes des parents, regards dédaigneux. Tout cela faisait partie d'un long enchaînement de mauvais moments vécus pendant son enfance. Mais elle s'en était sortie. Cory avait pris son envol, et aujourd'hui, elle était une femme différente, une Cory March sûre d'elle, sachant garder ses émotions sous contrôle de fer. Ou pas. Cory s'installa sur le siège en cuir de la voiture, puis ouvrit son sac à dos, cherchant son peigne en os. Lorsqu'elle le trouva, elle commença à peigner ses cheveux bruns et épais, jetant de temps en temps un coup d'œil furtif à Zarek. Il était contrarié, et sa colère semblait presque palpable, comme un champ électrique invisible mais tangible qui remplissait l'intérieur de la voiture. Cory détourna le regard de son profil ciselé et se remit à regarder par la fenêtre, appréciant la clarté de la journée ensoleillée et le paysage verdoyant de l'été. Zarek la regardait lui aussi de temps en temps, sans qu'elle ne s'en aperçoive. Il aimait observer son visage délicat, ses traits fins et ses lèvres pulpeuses. Son regard perçant capta les petites tentatives discrètes de Cory pour l'observer subtilement. Pourtant, il ne laissa rien paraître et continua à se concentrer sur ses plans, réfléchissant aux étapes qu'il lui restait à accomplir, tout en maintenant son attention sur la route.